générale d'étudiants, date de la fin du XIXe siècle. La première qui se reconstitue dans l'université moderne, c'est Nancy, 1877. Ce sont les optants, donc un salut toujours aux Alsaciens, qui ont voulu rester en France, qui sont partis étudier ailleurs, en Lorraine, et qui ont donc été à l'origine de la création de la première association générale des étudiants. Ces associations générales, elles vont se multiplier, elles vont couvrir tout le territoire, et sont encouragées par les autorités. C'est toujours l'idée que j'ai rappelée hier de Durkheim, et des dirigeants et des universitaires de la Troisième République, de faire en sorte que l'élite, de trouver des lieux de lutte contre l'anomie pour une identité collective, pour un apprentissage, ce qu'on appelle aujourd'hui la socialisation, un apprentissage à la citoyenneté. Dans ce sens-là, ces associations générales sont encouragées par les autorités. On a beaucoup de photos qui en témoignent. Quand l'Association générale des étudiants de Paris se crée en 1884, ce n'est donc pas la première, elle organise un monôme qui, avec une chanson dont je n'ai pas l'air, mais qui commence par « Syndiquons-nous, associons-nous », c'est le cri qu'on entend partout, « Syndiquons-nous, associons-nous ». Pour bien noter, comme on l'a dit hier, que la distinction syndicat-association est quelque chose qui, dans le vocabulaire, doit être extrêmement daté, mais ça correspond, et l'AG des étudiants de Paris se constitue en contre le cri du peuple, qui avait fait un article insultant pour les étudiants. Et donc c'est une défense de l'honneur collectif des étudiants qui provoque ce regroupement, et on se dit, tiens, il y a une protestation, et on va, finalement, on va constituer une association. Donc c'est vrai, c'est souvent, et c'est le cas dans le syndicalisme ouvrier, on se constitue d'abord en contre, on se regroupe, et à partir de là, on va définir un certain nombre de choses. Alors, il y a des critiques qui sont faites contre les AGE, contre les associations, parce que ce sont des associations générales sur un plan territorial, et par exemple à Toulouse, il existe un syndicat, à la fin du 19e, un syndicat des étudiants en droit, qui dit non, l'association générale est faite de la politique, elle s'occupe de beaucoup trop de choses, non, on s'occupe des étudiants en droit. Le corporatisme. Et il s'appelle syndicat. Donc c'est le syndicat contre l'association, le syndicat apolitique contre l'association considérée comme trop politique parce qu'elle s'occupe de tas de choses qui ne sont pas simplement les intérêts de chaque filière, de chaque discipline. Donc c'est toujours intéressant de voir comment là aussi, suivant les moments, les débats sont différents et comment, à la Libération, le terme syndical prend une toute autre nature. Alors, la dynamique, ces associations générales, elles s'occupent un peu de tout. Assez peu de revendications, parce que finalement il n'y en a pas beaucoup. Elles s'occupent effectivement surtout de la sociabilité, des loisirs, la bibliothèque, la culture, dans le respect des valeurs républicaines. Et ça, c'est un point très important jusqu'à la guerre d'Algérie, et je dirais même jusqu'à la Ve République. On va constater que ces AGE et l'UNEF en général penchent du côté du gouvernement en place. Non pas par manipulation, non pas par infiltration, mais par une adhésion à des valeurs, qui sont celles de la Troisième puis de la Quatrième République, avec un petit épisode qui n'est pas un petit épisode, qui est celui de 1940, qui est effectivement « on ne prend pas position », on est du côté des pouvoirs publics pour essayer de faire avancer un petit peu les intérêts des étudiants. Donc ça, on le voit, y compris au moment du Front populaire, 10 ans avant, l'exclusion de la GE de Paris en 1929, qui est faite quasiment à la demande, qui était plutôt Action française en 1929, qui est faite à la demande du recteur et du ministre. On a les documents très clairs, publics, avoués. Le président de l'UNEF, en 29, dit on vient de déposer, on vient d'obtenir la déclaration d'intérêt public de l'association, j'ai un trou de mémoire, d'utilité publique, merci. Association d'utilité publique. En même temps, cette même année, on exclut la GE de Paris parce que
parce qu'elle fait trop de politique, parce qu'elle a critiqué le gouvernement, etc. Bon. Alors, ça c'est très important. Bien évidemment, la politique n'est pas absente. L'affaire Dreyfus, elle traverse les associations étudiantes. Il faudrait travailler là-dessus à Lyon, parce que Paul Boucher nous avait dit qu'il y a eu des choses dans le temps d'histoire. Il faudrait poser ça sur Lyon, ça existe partout. Ça touche le monde universitaire, le monde intellectuel, donc forcément les étudiants. On a, dans les années 30, des grèves d'étudiants en médecine et de droit menées par le futur doyen Vedel, qui s'insurge contre l'ouverture, soit aux étrangers, soit aux non-bacheliers, des filières médicales ou juridiques, et ce pour lutter contre l'encombrement des carrières. Donc toujours la variable d'ajustement, c'est variable d'ajustement l'étranger. Donc ça disent les juifs allemands, puisque c'est essentiellement eux qui voulaient faire médecine à partir de 1933, parmi les étudiants étrangers, parmi les étudiants allemands. Donc on peut dire les Allemands, comme ça le reste va de soi, on comprend à l'époque. Et en ce qui concerne le droit, c'est évidemment un ostracisme social qu'on va avoir. Et donc il y a dans l'UNEF de l'époque des discussions très importantes de condamnation de ces grèves-là, qui sont des grèves contre le gouvernement, parce que ce sont des décrets gouvernementaux, mais en même temps qui mettent en avant tout le problème de l'articulation entre les filières, les offices et le général. Il faut dire qu'auparavant, il s'est passé quelque chose en 1907. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est l'image, la représentation de l'étudiant au cinéma. Vive les étudiants. Voilà. Alors, je n'ai pas ici, malheureusement, la photo du premier congrès de l'UNEF de 1907, que j'ai chez moi, qui est en fait la réception des délégations internationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on pense là aussi, la création de l'UNEF ne doit rien à la loi de 1901. Les associations générales d'étudiants, elles existent avant la loi de 1901. Et l'UNEF, elle est créée bien après la loi de 1901. Donc c'est vrai que le discours sur « à partir du moment où on a pu, on s'est fédéré » est faux. C'est tout simplement que de passer d'association locale à une union nationale, qui est une exception à l'échelle internationale, à ce moment-là, et qui va devenir le modèle, passer à l'union nationale signifiait au fur et à mesure un abandon de certaines prérogatives de chaque AGE au profit d'une structure nationale, qui est d'abord extrêmement fédérative. L'AGE de Paris, en 1907, ne veut pas rester dans l'Union nationale des associations des étudiants de France, puisque c'est le premier titre, UNAEF, c'est les statuts, bon, qu'on va appeler UNEF ou UN plus tard. C'est AGE de Paris, comme elle réclame la présidence, et qu'elle ne l'a pas, elle claque la porte. Bon, on va venir quelques années plus tard. Bon. Donc, se constitue cette union nationale, d'abord beaucoup d'honneurs, le bureau national, c'est quelques honneurs pour venir à Paris, être reçu ici ou là. C'est vraiment extrêmement fédératif. Ça va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'il y a des projets, un certain nombre de projets nationaux. Strasbourg, le 6e congrès. Ça, vous voyez, exception, les Allemands, une corporation allemande, c'est justement l'anti-modèle. Là, c'est les Britanniques qui votent. Des élections de délégués. Et justement, le sanatorium, c'est une réalisation nationale qui va mobiliser toute l'UNEF. C'est-à-dire c'est autour d'un objectif qu'on va mobiliser l'ensemble des AGE pour créer le sanatorium étudiant, qui est le symptôme, la tuberculose, étant le symptôme de la situation sociale d'une bonne partie des étudiants qui ont des conditions de vie difficiles. Alors, cette dynamique du national est une dynamique que j'appelle syndicale, parce qu'à partir du moment où se constitue une association nationale, une fédération nationale, elle, dans un pays à tradition centralisatrice, elle va être l'interlocuteur de l'État. Et donc, elle va réclamer des choses à l'État. Et, contrairement à ce que je pensais, ce que je découvre très tôt dans les documents, on n'est pas passé en 1945-46 des vœux à revendications. Le terme de revendication, le cahier de revendication, existe dès les années 1920.
qu'il y a quelque chose de naturel hein, dans la société de l'époque. On a un rôle syndical, bon c'est peut-être un petit peu moins clair dans l'entre-deux-guerres, parce que là justement le syndicalisme ouvrier, bon, va apparaître un petit peu comme un repoussoir, hein, il faut s'en distinguer. Nous on est un syndicat, mais pas des gens qui réclamons des choses qui volent très haut, on veut l'amélioration un petit peu des conditions d'études, on veut vraiment s'intégrer. Et donc, dans cette dynamique-là, il va y avoir un jeu avec le pouvoir qui va aboutir, grosso modo, autour du Front populaire, à une reconnaissance officielle de l'UNEF comme interlocuteur officiel des étudiants, représentation des étudiants. Comment ça se passe? Par la création du comité du CSO, Comité supérieur des œuvres en faveur des étudiants, par Jean Zay, qui va regrouper donc l'État et l'UNEF, donc c'est la première fois que des étudiants siègent dans un organisme officiel quasiment paritaire, une sorte de cogestion avec l'État. Et donc le courrier des étudiants, qui est le premier, un premier journal, ça c'est la maison des étudiants. Ça c'est le point international. Le courrier des étudiants hein, et le journal commun de l'Union nationale et des œuvres. C'est comme si vous aviez aujourd'hui un journal qui soit un journal commun de la FAGE et du CNO et du CNUS. Voilà, c'est le même journal. Et ça va même beaucoup plus loin parce que c'est comme une centralisation très importante entre les mains du bureau, puisque le ministère dit au recteur, c'est fini de donner aux AGE au coup par coup. Maintenant, quand vous voulez donner aux AGE, renseignez-vous d'abord au Bureau national. Le ministre dit à ses recteurs, vous renseignez auprès du Bureau national pour savoir si telle ou telle association, bon, finalement, le Bureau national est pour ou est contre. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire, comme évolution d'une fédération vers une union nationale, non pas par des dispositions statutaires, mais par une pratique. Alors, l'UNEF va tout de même créer à cette époque des offices disciplinaires, par discipline, par filière. Mais ce qui reste dominant, c'est le territorial, le général, les AGE. Ce n'est pas une forme confédérale en réalité. La guerre et la libération, Paul Bouchamp parlera plus amplement que moi. Dire grosso modo que la position de l'UNEF pendant la guerre, elle a été ni honorable, ni totalement déshonorante, je dirais pas totalement, c'est-à-dire elle ne prend pas position. On a beaucoup de résistants, Gilbert Breu notamment la Lyon, qui sont issus des corpos et de l'UNEF, de l'ESCUR et dirigeant de la Fédération des étudiants de Paris, en lettres, mais les documents, à travers les documents, on voit bien qu'il y a tout un problème, c'est-à-dire qu'on a finalement peu de pétainistes ouverts, peu de révolution nationale, sauf dans la zone sud, où là il n'y a pas d'occupation allemande. Dans la zone nord, l'occupation allemande dissuade de ce genre de prise de position, sauf quelques éléments, mais qui vont s'occuper d'ailleurs. En général, on va avoir plutôt une hésitation sur jusqu'à quel point on va, et surtout l'essentiel, c'est de conserver, ne pas se faire dissoudre. C'est-à-dire cette position qui ne va pas très loin permet en même temps aux résistants, à une génération résistante, de reprendre la structure au lendemain de la guerre. Au lendemain de la guerre et de la transformer. Parce qu'il y a une concurrence entre plusieurs organisations, mais l'UNEF arrive à, au bout de quelques années, autour de la Charte de Grenoble, à fédérer, à amalgamer autour et dans elle l'ensemble des courants politiques et confessionnels qui continuent à exister dans le mouvement étudiant. Alors, autour d'une conception syndicale, alors que si on prend les comparaisons internationales, en Italie, l'UNORI, qui est constituée à la même époque, elle est basée sur une base parlementaire. C'est un petit parlement étudiant, élu au suffrage universel. Ce n'est pas une organisation en tant que telle. Bon, c'était justement le contre-modèle. Alors, un des effets de ce tournant de la libération, c'est bien évidemment et du jeune travailleur intellectuel, c'est-à-dire le fait que dans la Charte de Grenoble, on
donne une certaine vision, une certaine homogénéité, pas dogmatique, théorique, à ce qui a été une partie des pratiques déjà anciennes. Car la reprise de l'ancien va se faire, mais de manière plus systématisée et plus doctrinale. Et donc, sur cette base-là, est créée la sécurité sociale étudiante, la mutuelle étudiante, et réclamer le salaire étudiant, qui va être décliné en allocation d'études pour ne pas effrayer toute une série de secteurs libéraux, futurs médecins, futurs avocats qui disent « mais nous, on n'est pas des futurs salariés, on n'a pas de salaire ». Bon, mais ça ne sera pas obtenu, et donc l'UNEF va jouer grosso modo sur le terrain universitaire, l'UNEF et ses AGE, le rôle d'un groupe de pression qui est possible sous la 4e République, de groupe de pression sur les parlementaires, sur les ministères, en jouant sur des anciens qui sont sur les ministères. Donc des dossiers peuvent avancer. La sécurité sociale étudiante, ce n'était pas des milliers de personnes dans la rue, c'était une campagne d'opinion, c'était une campagne de pression auprès des ministères, avec un certain nombre de gens bien placés, y compris c'est une idée qui ne faisait pas l'unanimité. Alors, ça nous permet d'aller vite sur la Grande UNEF, mythe ou réalité. Grosso modo, ce qu'on appelle la Grande UNEF, c'est l'UNEF qui n'aurait pas été divisée, qui aurait le modèle guerre d'Algérie, qui mobilisait une masse étudiante, tout le monde était dedans, de 1945 à 1971. En réalité, moi, je date cette période d'unité, elle est beaucoup plus brève, c'est une exception, c'est 56 à 61. 1956, c'est l'union des grandes écoles qui rentre à l'UNEF, et qui aurait dû rentrer quelques années avant, mais le tournant plus apolitique, plus conservateur de la direction de l'UNEF à l'époque, la FRED. En fait, c'est le tournant de 56 qui permet à l'UGE de rentrer dans l'UNEF. Et 1961, c'est la scission de la FNEF, au nom de la charte de l'apolitisme, et la FNEF qui va se constituer sur une base confédérale, car à la fois les AGE et les offices, qui deviennent des fédérations. Car c'est eux qui se rapprochent le plus du modèle confédéral ouvrier, avec le territorial et le professionnel, la branche. Voilà. L'engagement, là aussi, politique, pas politique. L'engagement au moment de la guerre d'Algérie. Un moment contre la guerre d'Algérie, qui est certain, mais qui n'a pas été pour l'indépendance, comme position officielle de l'UNEF. Donc là aussi, rompre un peu avec quelques mythes. Les directions successives, qui ont leurs propres opinions, y compris les individus, peuvent avoir des opinions diverses, font attention à conserver le caractère le plus unitaire possible, y compris avec certains compromis avec ceux qui vont partir plus tard, ceux qui vont faire la FNEF plus tard en 61. Bon, ça commence avant, ça commence dès 57, les premières tentatives de scission, avec la volonté d'avoir des prises de position sur l'Algérie qui soient suivies par un syndicat de masse. Alors, pas des positions qui soient trop en avant, qui coupent de la masse et qui en même temps enlèvent de l'efficacité. C'est toujours ce dilemme. Deuxièmement, c'est tout de même l'époque, là aussi rompre avec un mythe, l'UNEF s'engage sur un terrain qui est difficile, qui est un terrain politique, certes, qui est un terrain politique, la lutte contre la guerre d'Algérie, et en même temps, c'est là où elle voit ses forces croître. Elle continue à s'occuper du corporatif, des réalisations, des œuvres, et en même temps, elle continue, malgré ou à cause de ses prises de position, elle continue à se développer. Et le grand tournant, et je vais finir par là parce que ça va nous amener à un paysage qui est beaucoup plus connu pour vous, le grand tournant, en vérité, c'est la Ve République. Changement de système institutionnel où le Parlement a beaucoup moins de poids, les groupes de pression ont beaucoup moins de poids, ou en tout cas doivent se reconfigurer. Le gouvernement de la Ve République a favorisé la scission FNEF, immédiatement le gouvernement Debré reconnaît la FNEF, enlève un siège à l'UNEF au CNO pour le donner à la FNEF. Bon, il n'y a pas d'élection à l'époque, c'est de la désignation, c'était paritaire, donc là, évidemment plusieurs organisations, le gouvernement le fait. Troisièmement, il n'y a plus de grain à moudre, comme dirait Bergeron. C'est-à-dire que nous avons, jusqu'en 1958, malgré la question algérienne, une proximité de valeurs
entre le mouvement étudiant et les autorités politiques et universitaires sur le devenir de l'université et de la démocratisation. Avec De Gaulle, on va prendre une autre orientation qui va être plus de celle de la sélection. Alors, tout ça, ça mérite d'être lancé, mais grosso modo, c'est ça. Le refus très gaullien de dire que les affaires étudiantes, bah, c'est bien, mais c'est pas le président de l'UNEF qui décide de la politique de la France en matière universitaire, donc c'est une déclaration de guerre, ça. Des portes se ferment. Donc, la vocation syndicale, là, en même temps, des dissidences dans toutes les organisations de jeunesse, ces dissidences-là, elles vont se retrouver dans l'UNEF, qui est le seul cadre démocratique où on peut discuter. Pour le meilleur, pour le pire. Donc, à partir de là, en fait, il y a un affaiblissement de l'UNEF en tant que force. Elle n'est plus unique. Elle a de moins en moins d'adhérents, elle a de moins en moins de fonctionnalités. On discute. Moins on a d'adhérents, bah, plus on se divise, parce que pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus compliqué. Bon. Et donc on a plusieurs, malgré 68 qui aurait pu donner un élan, au contraire c'est l'inverse, c'est plutôt un éclatement, et on peut se dire qu'à ce moment-là, l'UNEF a rejoint le paysage de droit commun, du paysage syndical français, avec son éclatement. Et après il va rester des structures, il va rester des AGE locales, qui vont faire, alors je reviens enfin sur 1980 et 1989. 80, c'est le retour de la gauche au pouvoir, tout de même c'est d'autres rapports que conflictuels avec les organisations étudiantes de la part du ministère. 1989, c'est la loi Jospin qui reconnaît et en fait légalise cette diversification syndicale, puisque grosso modo, pendant toute cette époque, qui est une époque de massification, la représentation organisée des étudiants sur le modèle AGE-UNEF est concurrencée par deux choses. Les élections, il y a la représentativité en soi, la représentativité parce qu'on existe en tant qu'association, en tant que syndicat, la représentativité électorale, et lors des grandes luttes, ce sont les assemblées générales, des coordinations avec des délégués élus, alors, il y a plusieurs formes, plusieurs étapes, tout. Mais disons, les grands mouvements ont connu effectivement des véritables représentations, des véritables représentations des délégués élus dans les assemblées générales, avec des coordinations, avec toute une série de processus plutôt démocratiques, et qui s'améliorent au fur et à mesure. Au moment du CPE, c'était des votes à bulletin secret. Chose qu'on voyait beaucoup moins, 10 ans, pas 10 ans avant, donc il y a toute une série de procédures plus démocratiques qui sont affirmées, mais donc vous voyez bien que la fonction que recouvraient les AGE et l'UNEF à leur origine, qui est une forme multiforme, elle s'est retrouvée en fait dans une sorte d'éclatement du mouvement étudiant, à la fois un mouvement étudiant organisé à l'échelle nationale et au niveau local par l'existence d'une myriade d'associations avec des spécialisations quasiment thématiques pour beaucoup d'associations. Et donc, la question de reconstituer un mouvement étudiant, elle peut effectivement se poser, mais en tout cas, elle ne peut pas se poser dans les mêmes termes qu'il y a un siècle et quelques, ou même qu'il y a 50 ans, tout simplement parce que l'université a changé, et le rapport des étudiants et de la société a changé, comme je dis toujours, quand il y a 100 000 étudiants et qu'il y a 40% d'étudiants qui travaillent, ça fait 40 000 étudiants dans le salariat. Bon, quand il y a 2 millions et 300 000 étudiants et 40% travaillent, ça fait entre 800 et 1 million d'étudiants dans le salariat. Je rappelle tout de même que le champ inédit des entreprises du privé, c'est 15 millions de salariés. C'est-à-dire que les étudiants qui travaillent constituent 5 à 6% du salariat, et dans certains secteurs, ils constituent beaucoup plus. Donc le jeune travailleur intellectuel est le lien avec le mouvement social, le mouvement syndical, le reste du mouvement syndical. C'est plus simplement une question d'objectif, d'utopie. C'est une question pratique concrète aujourd'hui. On l'a bien vu autour du travail précaire des étudiants. Le dernier en date, c'est le travail du dimanche soir sur Virgile, enfin, il n'y a plus de Virgile, mais sur les Champs-Élysées qui concerne beaucoup d'étudiants. Et là aussi, intérêt étudiant, intérêt de l'ensemble du salariat, y compris du salariat étudiant. C'est des conflits qui ne sont pas toujours simples à régler parce qu'il n'y a aucun groupe social n'est homogène. Donc c'était forcément un peu rapide, c'était, je continue un peu quelque fois. Donc Lyon, vous connaissez pour les Lyonnais. Ça, c'est le tract du 11 novembre 1940
qui est tiré sur l'aérodrome de l'UNEF, 5 place Saint-Michel, là où il y a Gilbert Jeune maintenant, qui était le siège de l'UNEF et des œuvres. Paul Boucher reconnaît. Je vais leur dire un mot. Alors là, c'est intéressant parce que c'est l'AGE, le bureau d'AGE Lyon. Vous remarquerez Paul Boucher ici avec sa faluche sur les genoux. Et le seul autre qui a une faluche, c'est Beurton. Et Beurton, c'est un FTP communiste. C'est le seul qui a mis sa faluche. Donc vous voyez, on est tout de même en dehors des stéréotypes. Congrès de l'Union internationale des étudiants, 1945. Pour ceux qui s'intéressent à Paris, 30 octobre après-midi, avec Tom Madden qui vient des États-Unis, Paul Boucher au Centre d'Histoire de Sciences Po à Paris. Donc au congrès de l'UIE, ce même congrès, mais ça c'est 46, vous reconnaissez Paul Boucher qui est fort campagnard, je ne sais pas ce qu'il boit. Ça, c'est à la libération des lettres de responsables d'AG qui disent, voilà, rapport de l'UN et des AG avec l'Union des étudiants patriotes. Voilà. Veux-tu avoir l'obligeance de nous retenir des chambres pour la période du 11 au 16 novembre? C'est le congrès extraordinaire de l'UNEF, novembre 1944. Hein, c'est la photo qui figure en tête de naissance d'un syndicalisme étudiant. Je sais pas. Prague, c'est Paul Boucher et Pierre Rossini qui... On a un numéro spécial qui est quelqu'un de très important dans la reconstruction de l'UNEF. Là, c'est Grenoble, toujours le même problème de l'UEP. Là, c'est les... Vous voyez l'amalgame, hein, cardinal Lustiger, ancien des lettres de la Sorbonne, Pierre Rossini. Madame Deveau, la maire de la Sécurité sociale, sénatrice PRL, quasiment PSF, hein, à un moment donné, pas très loin du PSF dans l'entre-deux-guerres, mais qui soutient les étudiants et sur la mutuelle étudiante et sur la cogestion des œuvres. On a Lebert, ici, qui lui est l'étudiant, le père de la sécurité sociale étudiante. Donc ça, c'est toujours Rossini et Boucher aux 60 ans de la charte de Grenoble. On revenait de Grenoble, où on y allait, je ne sais plus. Lebert. Ça, c'est des élections. Hein. Alors, il y en a une des élections à la mutuelle où il y a un certain Jean Le Pen qui est en deuxième de liste. Pourquoi la grève? La grève des cours, 1953-54. Donc c'est une période où on dit que c'était plutôt corporatiste, plutôt à droite, même assez noyauté RPF. On a là un certain nombre de documents. N'empêche que c'est une grève pour les bourses, etc. Donc, ça, c'est un numéro. La bataille des sursis, dans laquelle grève nationale. Ça, c'est 61. Syndicalisme étudiant de problème algérien. Ça, on a proche de 68, c'est 67. Nous, en plein pouvoir, c'est contre les ordonnances. On reconnaît ici Henri Weber, Alain Krivine, il y en a d'autres. Non, Yannick Blectreux n'est pas là. Là, c'est tout à fait bien, c'est très visible. Donc, on voit bien les étudiants, professeurs, cartables. Donc, c'est pas un terroriste, hein. La dernière fois, il n'en a pas l'air. C'est après les cheveux. Voilà. Ça, après, c'est la division. La tribune syndicale, tendance pour l'unité syndicale. La traque de la FNEF dans les années 80. Toujours le même. COSEF. Voilà, c'est là où s'est formé Jean-Marie Le Guen. Bien connu, c'est tout. Fédération nationale des comités de lutte, une tentative de fédérer les comités de lutte. Des états généraux, procès de l'école capitaliste à mutualité par la FNCL. Grande discussion sur deux fonds, il ne faut pas rester au titre, c'est vraiment une production. Tous les paroles à l'université, le self, plutôt Giscard d'Estaing. Là, c'est une coordination en 1973, une coordination étudiante. Bon, négociation. Un jour dans la FRUF, c'est une résidence universitaire, on réclame des négociations contre les Russes. Ça, c'est le SMIC. Le CIP. Donc là, c'est important, c'est là où la FAGE a rejoint l'intersyndicale. On a travaillé avec l'intersyndicale, avec les confédérations de cadres, CGT, CFDT et la FEN à l'époque pour une première charte des stages. Là, on voit déjà une première tentative unitaire, UNEF, UNEFID. Et là, je vais vous dire celle-là, Fondation Santé en France.
là, très bon livre, très bien illustré. Voilà. Merci.